Bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une des pires journées qu'on ait eu à affronter. Je m'excuse de la diffusion un peu plus tard de l'émission programmée ce matin. Il est vrai que ça a été un enfer. On a eu une très très mauvaise surprise avec Apple qui est renommé pour le fait que tout fonctionne bien. Eh ben, figurez-vous que non, parce que le logiciel qui nous permet de faire l'interface entre la machine qui projette le PowerPoint et la régie vidéo n'est visiblement plus compatible avec le nouvel operating system d'Apple. Donc là-dessus, ajoutez que nous avons cru avoir perdu toutes nos données parce que le même operating system a dû reformater quelque chose dans le disque. Pendant 8 heures, nous n'avions plus de données. Donc, ça a été une journée très stress quand vous y ajoutez évidemment tous les cas, les patients à voir, à recevoir, à traiter. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus. Sachez que je suis bien content de vous retrouver ce soir. Et on va pouvoir un petit peu se faire plaisir avec un cours qui va nous faire rigoler quand même. Oui, parce qu'il y a eu une véritable éclipse dans la journée d'informatique et c'était vraiment dramatique. Donc là, on y est arrivé. Si tout se passe bien, vous me recevez. Tout le monde est là. On va pouvoir démarrer. Alors, sans plus de transition, on va attaquer parce que le sujet est très dense aujourd'hui. On va être obligé d'évoquer quelques notions complexes, mais qu'on va simplifier. Et de toute façon, je n'ai certainement pas la prétention d'avoir le niveau mathématique de ce que je vais un petit peu être obligé d'aborder aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va, j'espère, là encore, ouvrir vos horizons. Comme d'habitude, en tant que prof, je suis plus là pour vous inviter à vous poser des questions pour progresser qu'à vous apporter des réponses toutes cuites, parce que je ne vous demande surtout pas d'adhérer à ce que je vous raconte. J'étais très content, cela dit, que plusieurs d'entre vous m'aient écrit pour me faire part de leur contentement, parce qu'ils ne se doutaient pas que dans ces paragraphes de l'organon, qui sont apparemment un peu rêches, n'est-ce pas, de posologie, de réaction aux doses, eh bien, on puisse trouver des choses aussi intéressantes. Eh bien, on va voir si cet avis va perdurer dans les minutes qui viennent, puisqu'on va attaquer la loi énergétique médicamenteuse pour essayer de nous apporter, on va dire, une réponse au cours précédent où je vous ai laissé un petit peu en plan de façon un peu sadique, j'en conviens, mais j'espère que j'aurai suscité votre questionnement. Alors on va reprendre à moins que mon père ait quelque chose à Oh nous non, non, ajouter là pour parfait, l'instant. parfait, j'attends avec Bon, impatience. et puis peut-être si on a le temps ce soir, tu nous raconteras un petit peu deux, trois anecdotes croustillantes là, dont tous nos amis raffolent quand même, hein. C'est mieux que Voilà. sur le forum. Oui. Alors on est parti. Voilà. Donc bien sûr, les questions qu'on se pose, c'est celle-ci. C'est pourquoi, chez un cas donné, on va donner un médicament, on va l'administrer, et pourquoi à ce moment-là ne vont pas se surajouter tous les autres symptômes dont le médicament est capable, symptômes qui sont, je vous le rappelle, connus en explorant justement toutes les diverses, je vais dire, potentialités exprimées par les différents tempéraments des différents expérimentateurs. Donc on a une image synthétique d'une part, et on a un cas bien concret à qui on va présenter un médicament et dont le médicament va, par idiosyncrasie, donc une sensibilité monstrueuse, va réagir et provoquer chez ce patient des symptômes, pour amener à la guérison, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions qu'on se pose? Eh bien, on va voir un petit peu plus loin comment on peut essayer d'y répondre. La seule réponse un petit peu cohérente va être en rapport avec ce que les Chinois connaissent déjà sous la forme du yin, du yang et de l'énergie qui s'écoule dans le corps, parce que l'acupuncture agit probablement, dans ma petite compréhension des choses, dans la façon de réguler les courants d'énergie dans l'organisme. Et ces courants d'énergie, bien sûr, sont suscités par par le mouvement de la force vitale depuis le centre vers la périphérie, bien sûr. Quand vous avez une dose que vous avez absorbée qui va montrer son action d'abord sur le plan interne, psychique, puis les symptômes vont arriver en général de haut en bas, de dedans en dehors. Vous connaissez la loi de Hering. Donc sur les trois plans, les symptômes vont évoluer de la tête vers les pieds. Il faut bien qu'il y ait un flux, il faut bien qu'il y ait quelque chose, un canal qui va drainer cette énergie qui va s'écouler. Alors, après pas mal de réflexions depuis très longtemps, je suis arrivé à la conclusion logique que c'est un problème qui s'apparente en mathématiques à ce qu'on appelle la topologie. La topologie, c'est une branche des mathématiques où on étudie, on va dire, les formes.
Donc Poincaré, que je vous ai cité déjà, vous savez l'admiration personnelle que j'ai pour Poincaré, eh bien, il faut déjà que vous sachiez que Poincaré, c'est lui qui a écrit la fameuse relation qu'on attribue à Einstein tout à fait à tort, parce qu'il a pratiquement découvert la relativité restreinte, et Einstein, on va dire, a très largement, on va dire, été inspiré par Poincaré, qu'il s'est gardé de citer à de nombreuses reprises. Et tout ceci est arrivé dans un contexte de tension internationale qui a fait qu'on a écrasé le coup. Sachez simplement que face au premier article qui a été publié par Einstein, le directeur de la revue allemande s'est suicidé parce qu'il a croulé sous les reproches qui sont que l'article d'Einstein n'avait pratiquement aucune référence alors qu'il était publié dans une très grande revue de physique. Donc tout ceci, ça faisait très tâche, et comme Poincaré a eu la bonne idée de décéder, c'est parfois, voilà, c'est parfois pas un manque de savoir-vivre de mourir. Donc là, tout ça, finalement, l'un dans l'autre, on a continué avec Einstein. Mais sachez simplement que cette relation d'énergie étant dépendante de la masse multipliée par la vitesse de la lumière, qui est une constante au carré, eh bien c'est Poincaré qui l'a mis en évidence. Et donc, à ce sujet, en dehors de cette conversation sur l'énergie, Poincaré a expliqué que, à son avis, intuitivement, pour lui, c'est que la sphère dans un espace de dimension 3, c'est le seul espace compact qui soit simplement connexe, c'est-à-dire dont chaque bout soit raccordé avec le voisin de façon lisse et homogène. Eh bien, cette seule déclaration, pour la prouver, il a fallu 100 ans. 100 ans à des cohortes, à des générations de mathématiciens, parce que pour faire la démonstration de cette assertion, ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré, eh bien, il a fallu des pages et des pages de démonstration. Et le dernier qui est arrivé, enfin le premier qui est arrivé, il y a eu des travaux de ses prédécesseurs qu'il a utilisés, mais ça, il l'a très clairement cité, il n'y a pas de mystère là-dessus, s'appelle Perelman, c'est un Russe. Et du coup, ce Russe a démontré quoi, finalement? Ben, il a démontré qu'on peut arriver à ramener, finalement, tout objet plus ou moins patatoïde, ovoïde. Prenez un ballon de rugby, par exemple. Un ballon de rugby, vous vous doutez bien qu'on est parti d'une sphère, on l'a déformé pour que les deux pointes arrivent, et de façon relativement linéaire, vous vous doutez qu'il y a certaines fonctions qui vont permettre de, finalement, le ramener à une sphère. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en mathématiques d'arriver à démontrer que même des trucs complètement biscornus, genre un tricorne, tout ce que vous voudrez, des tores qui ont été tordus, etc., eh bien eux aussi ne peuvent pas autrement que se ramener à une sphère pour montrer que c'est l'espace connexe de dimension 3, donc présumé par Poincaré. Perelman est arrivé au bout de je ne sais pas combien de milliers de pages de démonstrations qui ont fait, je veux dire, l'effet d'une bombe dans le monde des mathématiques. Hein. Je crois que c'était en 2002 qu'il a fait sa publication. Oui. Eh bien, il est arrivé à balancer que, ben oui, voilà, je vous fais la démonstration. Vous avez quelques petits détails de la démonstration là-haut, mais ça me dépasse complètement, je vous rassure, mais l'idée de base, c'est que même dans des endroits qui vont être infiniment courbés, qui peuvent aller vers des régions complètement indescriptibles par l'esprit humain, il arrive à trouver des objets mathématiques pour ramener ça, les opérer chirurgicalement, comme il dit, jusqu'à ce qu'on finisse par arriver à nouveau à la forme de sphère, ce qui est absolument génial et ce qui lui a valu la médaille Fields, qui est en mathématiques de très loin la plus haute distinction qui existe, assortie quand même d'un lot d'1 million de dollars. Il l'a refusé. Alors il y a juste aujourd'hui ou hier est sortie une bibliographie, comment on appelle ça, un bouquin sur Perelman, et je n'ai pas pu encore me le procurer, on n'est pas arrivé aujourd'hui. Il n'est pas encore arrivé. Le bouquin s'appelle comment? Ça s'appelle Dans la tête. Dans la tête d'un génie? Dans la tête d'un génie, et c'est aux éditions Le Globe, fait par une personne qui s'appelle Gesma Chen. Ok, donc ça va être très intéressant. Qui est paru et qui n'est pas encore distribué en Suisse, mais qui ne va pas tarder. J'ai eu le renseignement chez Payot ce matin. Merci beaucoup. Vous voyez que du coup, on a quand même beaucoup amélioré les choses ici dans le studio, puisque mon père se retrouve à nous parler en direct au bord de la mer où son canapé est posé.
et parallèlement, nous, à Genève, on se pèle sous la flotte. Alors, l'idée de base, c'est quoi? En fait, c'est que là où je vous emmenais, c'est que s'il y avait une sphère d'énergie initiale qui va se distribuer ensuite dans un corps humain pour avoir une idée de canaux qui vont se répartir, c'est ainsi que je me suis dit, la seule explication, c'est qu'il y ait une notion quasiment topologique qui fait que suivant différents niveaux d'énergie, des canaux qui vont permettre à la force vitale d'écouler de l'énergie par cet endroit-là, et au bout d'avoir un symptôme, vont pouvoir ces canaux être activés ou pas. Est-ce que vous me suivez? Je vais essayer de vous montrer ça dans l'autre diapo. Voilà. L'idée de base qui revient à cet exemple mathématique, c'est que si vous prenez votre main, il a conçu un outil mathématique qui revient à dire est-ce que la surface est lisse et continue ou pas? Et les endroits où elle est discontinue, on va voir si on peut la lisser progressivement pour finalement ramener ça à une sphère. Eh bien nous, on va faire un petit peu dans l'autre sens. On va dire qu'il faut que la force vitale arrive à libérer des canaux d'énergie. Et au bout de ces canaux d'énergie, ça va activer des symptômes. Je pense qu'on peut se faire une modélisation comme ça. Alors je vous arrête tout de suite, vous allez évidemment me sauter dessus en disant qu'est-ce que c'est, il fait des théories. Non, je propose juste un simple petit modèle qui peut s'avérer parfaitement faux, ce n'est pas notre problème, mais qui va avoir juste le mérite de pouvoir nous faire une idée pour se rendre compte pourquoi tous les symptômes n'apparaissent pas en même temps. L'idée, c'est que la force vitale qui nous maintient en état de vie, qui répartit dans l'énergie les endroits où il est possible de poser des symptômes et pas, il est possible qu'on puisse ramener cette notion de la sphère de Poincaré déformée et dont la démonstration a été faite par Perelman, il est possible qu'on puisse arriver au fait que dans cette déformation, dans cette structure topologique particulière que nous portons tous en nous, qui va être définie par l'hérédité, par les traumatismes individuels qu'on a pu recevoir, bref, tout ça va faire que depuis le centre vers la périphérie, nous allons avoir certains canaux de distribution qui vont pouvoir être utilisés ou pas suivant l'intensité du signal qu'il y a à dispatcher. En somme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, l'idée qu'on peut se faire, c'est que topologiquement, on va avoir certaines zones de moindre résistance où va pouvoir s'écouler l'énergie. Je pense qu'il n'est pas complètement, en tout cas délirant, de défendre ce point de vue. Tout ceci, je le répète, est complètement gravé dès le départ par le tempérament. Par exemple, vous imaginez que des gens qui vont avoir des canaux qui vont s'activer plus en direction du cœur et de la circulation, eh bien ça va se trouver forcément chez les gens qui ont un tempérament sanguin. Par conséquent, ces canaux seront plus facilement activables, alors que les canaux qui vont mener vers la réflexion, l'intériorisation, etc., se verront beaucoup plus chez les gens qui sont de tempérament mélancolique. Mais dans votre esprit, ce que je vous prie de faire comme léger déplacement inspiré par les mathématiques ici, c'est de concevoir qu'on a une sorte de chemin ou une multitude en fait de chemins qui sont plus ou moins si vous avez déjà vu une carte aussi, comment on représente les lignes de même hauteur, vous voyez un petit peu l'idée, on va avoir cette chose qui, topologiquement, va permettre à ces énergies de s'écouler ou pas. Et forcément, bien sûr, dans un premier temps, le choix du chemin, c'est celui qui va opposer le moins de résistance. Et c'est pour ça que vous avez une faculté individuelle à libérer certains symptômes ou pas. Ces symptômes vont apparaître très probablement parce que dans la perturbation de la force vitale face au choc énergétique d'un miasme quelconque, eh bien, la réaction qui va, à l'œil nu pour nous, en surface, s'exprimer sous la forme de symptômes, ces symptômes vont pouvoir probablement apparaître parce que topologiquement, la courbure à l'intérieur, si je peux dire, je n'arrive pas à trouver mieux le terme, eh bien cette courbure va pouvoir laisser glisser l'énergie dans cette direction et pas une autre. Et du coup, on va comprendre beaucoup de choses si on se fait ce petit modèle. Quand un médicament, dit Hahnemann, est appliqué à un malade dont les symptômes principaux sont semblables à ceux qu'il possède, eh bien ça, c'est une tournure qui est très très lourde de sens. Une fois qu'on s'est un tout petit peu fait l'idée de notre histoire topologique,
du fait que certains symptômes peuvent être activés plus facilement que d'autres chez un même organisme. Que dit Hahnemann ici? Il dit quand un médicament est appliqué à un malade dont les symptômes principaux sont semblables. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que quand on a cette notion d'homéopathicité, avec la ressemblance la plus grande possible qui peut exister entre ce qui est capable de faire un médicament et ce qui est présent chez le patient, eh bien, l'idée, c'est que nous devons cette homéopathicité très probablement au fait que les mêmes toboggans énergétiques, les mêmes chemins énergétiques vont pouvoir se croiser, sont semblables entre ce qui est capable d'être activé par le médicament et ce qui existe chez le patient. C'est pour ça que le médicament va activer seulement les toboggans et les niveaux énergétiques qui existent chez ce patient topologiquement, parce qu'il y a une similitude dans les symptômes qui vont être produits. Pourquoi le médicament est-il accepté? Pourquoi le médicament est-il accepté par la force vitale? Eh bien, juste à cause de cette ressemblance. Mais intrinsèquement, la ressemblance, elle veut dire juste une chose, c'est que oui, on va pouvoir activer les mêmes canaux. On est fabriqué pour avoir suffisamment de canaux semblables pour provoquer des symptômes semblables. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas d'autres symptômes. Parce que l'activation de ces canaux va se faire chez le patient parce qu'il y a une ressemblance avec le remède capable de provoquer les mêmes symptômes et donc capable d'emprunter les mêmes chemins. Et ces chemins existent chez le patient, mais il n'a pas le reste des chemins possibles pour pouvoir faire le reste des symptômes. C'est pourquoi le médicament concentre son action sur les chemins qui peuvent simplement préexister. Et ces canaux d'énergie vont être activés, et eux seulement, parce que c'est une question, je pense, à la base topologique, et quelque chose que je pense les acupuncteurs connaissent bien. C'est pour ça que l'énergie va couler ici, pas ailleurs, et on va pouvoir regarder avec cet œil la suite du raisonnement. L'homéopathicité, pour résumer, dans ce que j'essaye de vous expliquer, j'ai intitulé ce slide « Homéopathicité et point carré », ce qui est quand même un petit peu osé de ma part, mais l'homéopathicité, j'écris, revient à s'assurer que la topologie du médicament et du patient se recouvre harmonieusement. En d'autres termes, et c'est là que c'est très difficile à conceptualiser, si c'était une simple boule, une simple sphère, ça serait merveilleusement simple. Mais la mécanique à l'intérieur doit être en 3 dimensions et elle ne doit certainement pas ressembler à une boule. C'est pour ça que je vous parlais de Perelman et la distorsion d'une boule, c'est-à-dire qu'on doit avoir quelque chose qui, pour vous en faire une idée, imaginez par exemple le système nerveux, vous avez le système nerveux central et tous les nerfs qui vont suivre, eh bien il y a certainement des canaux énergétiques de cette manière qui sont définis dans l'organisme. Et donc en fait, cette espèce de structure en 3 dimensions, cette structure interne, on peut la représenter par un objet en 3 dimensions. Et donc tout ce qui compte pour l'activation de ces canaux, c'est qu'il y ait une concordance, au moins partielle, entre les canaux activables par le médicament et les canaux existants chez le patient. Est-ce que je suis assez clair? Oui. Tu veux commenter là ou... Non, c'est très clair. C'est-à-dire que tu vas nous servir de cobaye là. Comment? Tu vas me servir de cobaye pour voir si... J'ai des conceptions un ce peu osées qu'il y a- là, ce que je leur explique. Oui. Mais Je pense que il y a certainement pour des patients un remède qui correspond à un niveau énergétique. Et il n'ira pas plus loin. Peut-être après ce remède éclaircira le cas et ouvrira des niveaux supérieurs ou différents. Par exemple, je pense que dans la manière dont tu as souvent commencé la prescription pour un malade, c'est-à-dire de donner un nosode pour éclaircir le cas, je pense que là, c'est quelque chose, ce nosode est peut-être arrivé à un niveau tel qu'il va ouvrir certains canaux, et je pense qu'il y a là des strates chez l'individu, et qu'il faudra certainement, par cette élimination, par cette première prescription, va permettre d'accéder à des niveaux beaucoup plus élevés, différents au niveau de la santé humaine. la seule idée qu'on peut se faire en représentation, c'est que s'il y a une notion de topologie, et vraiment, on va dire, de courbure et de forme, c'est ça que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'en fonction des différents creux, bosses et structures qu'il y a à l'intérieur, l'énergie va pouvoir couler ou ne pas s'écouler.
Si elle s'écoule, elle va pouvoir, en bout de piste, très certainement provoquer un symptôme. Et tout ce qui nous intéresse pour nous, c'est de comprendre qu'en fait, un médicament, c'est un objet mathématique qu'on peut représenter comme quelque chose en 3 dimensions. On pourrait modéliser probablement le médicament comme ça. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'une partie de cette chose à 3 dimensions soit suffisamment ressemblante, qu'on trouve une topologie suffisamment ressemblante chez le patient pour que dès lors, ça déclenche l'émission de la part de la force vitale d'un groupe de symptômes parce qu'on va pouvoir suivre ce même chemin de moindre résistance. C'est tout ce que ça veut dire. On est obligé, pour avoir une idée de pourquoi tous les symptômes n'apparaissent pas, de nous faire une toute petite idée en amont qui est que le déclenchement des symptômes, probablement, est dû à des structures topologiques qui sont présentes d'une certaine façon chez l'individu. Et le médicament, de son côté, présente une structure topologique très particulière, qui est une structure encore plus abstraite, qui n'existe chez personne. Mais quand il y a un recouvrement au moins partiel de ces structures en 3 dimensions, alors le médicament va pouvoir agir et déclencher un flot d'énergie qui va suivre ce chemin de moindre résistance. Ça va poser justement des questions très intéressantes parce que quand vous allez prescrire un nosode ou quand je vous dis on donne un coup de sulfure d'un antipsorique, et qu'est-ce qui se passe finalement? Eh bien c'est que littéralement vous allez pouvoir regonfler un petit peu une piscine remplie d'énergie pour que à nouveau l'énergie se mette à déborder et se mettant à déborder, l'organisme est bien obligé d'éliminer, de faire écouler cette énergie et là encore qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va pouvoir faire écouler cette énergie suivant les lignes de moindre résistance de sa propre topologie et du coup des symptômes qui n'étaient pas clairs ou qui n'étaient pas capables d'être produits parce qu'il n'y avait juste plus assez d'énergie, ces symptômes peuvent s'exprimer. Ça donne l'idée d'un modèle qui est finalement très simple sur cette notion de topologie. On peut dire que vous avez un réservoir d'énergie qui est minime quand le patient est en très mauvais état, avec une force vitale qui vibre à peine. Et quand vous allez envoyer tout simplement un petit peu d'énergie sous la forme de sulfure, psorinome et autres nosodes, eh bien, ça va juste être accepté comme une vibration supplémentaire, un apport d'énergie supplémentaire qui va dès lors être obligé d'être canalisé quelque part. Et cette canalisation quelque part va forcément suivre juste les structures déjà présentes chez le patient, c'est-à-dire sa topologie propre. On va dire sa propre pente. Si je vais juste prendre un exemple en 2 dimensions, on pourrait dire ça va suivre la pente particulière du patient. Pourquoi, par exemple, le Rhône s'écoule avec le chemin qui est le sien? Ben, c'est une ligne de moindre résistance, bien sûr, avec juste là, ici, un tableau presque à 2 dimensions, parce que là, il faut pour nous se le représenter dans les 3 dimensions de l'espace, qui est très difficile humainement. Mais ce que je veux dire, et pourquoi, quand il va pleuvoir, ça ne va pas faire un autre fleuve, c'est que ce canal d'énergie principal, le Rhône, va à nouveau se remplir parce qu'il collecte tout le reste. Et donc, imaginez cette image multipliée par n possibilités, c'est un modèle effroyablement complexe, mais si on peut se faire une idée en 2 dimensions, c'est bien ça. C'est que même si vous arrosez encore, vous faites pleuvoir tout ce que vous pouvez, tout ce que vous allez faire, c'est d'augmenter le débit du Rhône, mais vous n'allez pas fondamentalement changer l'écoulement. Et donc cet écoulement d'énergie, elle est propre à la structure interne de chaque patient. Et il faut en somme, pour que le médicament marche, qu'il y ait un parallèle minimum, une ressemblance minimum entre la structure en 3 dimensions du médicament et la structure en 3 dimensions du patient. On peut se faire une idée par l'écoulement du Rhône et c'est ainsi qu'on comprend que finalement il n'y ait pas un nouveau fleuve qui apparaisse parce que c'est juste pas possible. L'écoulement ne peut se faire que par les chemins qui sont déjà présents. Le point le plus bas du chemin qui permet l'écoulement, ça s'appelle le Talweg. Voilà, monsieur. C'est de la topographie militaire que j'ai eu l'occasion d'apprendre dans les armées de la République. Quelle chance. C'est un Talweg, c'est le chemin c'est le chemin le plus court qui suit le cheminement de l'énergie ou de l'eau. Alors la chance que nous avons ici, c'est que c'est un objet qui est à 2 dimensions sur une nappe. Là, pour nous, il faut se faire une représentation en 3 dimensions. Ce qui est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je vous ai amené gentiment par les mathématiques avec point carré et le reste, pour que vous compreniez qu'il s'agit probablement d'une déformation, de quelque chose qui peut être une sphère au départ et qui va se répartir dans tout l'organisme. Et c'est seulement dans cette topologie particulière qu'on va pouvoir présenter les symptômes.
C'est pour ça que vous avez certaines préférences, les uns les autres. On va activer des symptômes qui peuvent appartenir à un même remède, mais chacun va avoir son propre tableau du même médicament parce qu'il a sa propre topologie interne. C'est pour ça que nous avons chacun les fleuves et les écoulements qui sont préférés à l'intérieur. Et donc, on ne peut pas créer de nouvelles structures. Et lorsqu'il y a une perturbation énergétique, l'organisme, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, au bout d'un moment, il va pouvoir mettre plus d'énergie dans un même canal, c'est-à-dire intensifier de plus en plus un même symptôme. Et au bout d'un moment, quand il y a encore trop d'énergie, eh bien, il va être obligé d'intensifier en ouvrant d'autres canaux qui vont pouvoir s'ouvrir avec plus d'énergie. Et donc, un nouveau groupe de symptômes va apparaître nécessitant plus d'énergie pour ouvrir ce même canal. Et vous voyez comment l'analogie topologique peut ici nous aider pour comprendre ce qui se passe. Et pourquoi il n'y a pas de nouveaux symptômes qui vont apparaître? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, le mécanisme de mise en route de l'idiosyncrasie va faire que, crac, on va choper le médicament, il va y avoir reconnaissance du modèle du médicament et on va pouvoir exprimer une seule partie du modèle à travers notre topologie qui correspond partiellement à la topologie du remède. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas fabriquer en vous-même tous les symptômes d'un même médicament parce que cette topologie, elle est propre à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas, avec un seul et même sujet, comprendre tous les symptômes d'un médicament, puisque ce médicament potentiellement peut exprimer tous ces symptômes. C'est ce fameux objet en 3D complètement mathématique et virtuel, mais il va pouvoir exprimer les symptômes qui vont seulement pouvoir s'allumer, si je peux dire, suivant la topologie partielle de chaque testeur. Et c'est pour ça qu'en additionnant les topologies partielles de chaque testeur, on finit par avoir la topologie de l'ensemble de la substance médicamenteuse. Et c'est pour ça que quand vous prenez un médicament, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une aggravation initiale? C'est parce qu'une fois que la maladie artificielle a été saisie par la force vitale, elle va réagir en intensifiant tout simplement les canaux d'énergie qui sont déjà ouverts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Ces canaux vont aller sortir encore plus les symptômes existants. Et ce n'est que lorsqu'il y a vraiment beaucoup trop d'apport d'énergie que l'organisme va être obligé d'ouvrir des canaux supplémentaires et donc de créer des symptômes supplémentaires si la topologie est coïncide entre le médicament et ce qui est déjà existant à l'intérieur. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça? Oui, et chaque individu fera une partie des symptômes. Ne peut faire une partie des symptômes voilà, que parce qu'il a les bons canaux. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est une question amusante parce que finalement, c'est la géométrie qui permet de résoudre certains problèmes. Si on regarde la relativité, elle est comme ça. C'est donc la nécessité d'expérimenter le remède sur plusieurs tempéraments pour avoir une idée Littéralement, on va faire rouler une bille d'après différentes pentes pour voir comment elle va se comporter. Voilà. Mais ça, c'est un exemple que je ne peux vous prendre que en 2 dimensions. J'espère que l'exemple du Rhône vous aura un petit peu aidé. On va continuer, j'espère être un petit peu plus clair encore après. Voilà. L'idée, c'est que si vous avez cette représentation géométrique, qui, je répète, n'est qu'une bête conjecture, moi-même, là, ce que je fais, c'est une conjecture, c'est-à-dire que ça peut être parfaitement faux, mais à un moment donné, quelque part, dans la mesure où on est des organismes incarnés, il faut bien admettre qu'il y a une structure en 3 dimensions qui doit être propre à chaque organisme. Eh bien, l'idée, c'est que les symptômes qui vont aller seulement dans le sens du courant vont être capables de s'amplifier. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un excès d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Si les canaux déjà utilisés sont saturés, eh bien là seulement, on va être obligé d'ouvrir des nouveaux canaux qui vont représenter le nouveau chemin de moindre résistance, mais qui est adapté à ce nouveau état énergétique. Pour reprendre mon exemple avec le Rhône, qui est déjà un gros fleuve, si vraiment il y avait des pluies diluviennes, tout ce que vous voudrez, il va finir par sortir de son lit et il va y avoir des nouveaux bras de fleuve qui peuvent apparaître, mais parce qu'on a une telle quantité, une telle masse d'eau que des nouveaux canaux d'énergie peuvent s'ouvrir qui correspondaient à une situation potentielle pas encore utilisée par le médicament ou la force vitale. Et c'est comme ça que vous pouvez expliquer qu'il y a un effet tache d'huile. C'est-à-dire que lorsque on a vraiment une très grande similitude entre la topologie du médicament, pour prendre l'exemple bête des 2 mains, mais
imaginez que ça ne peut pas être plan, ça ne peut être qu'en 3 dimensions. Mais si la forme du médicament et donc les canaux qu'il est capable d'exciter existent chez le patient et qu'il y a réellement cette concordance entre les deux et qu'elle n'est pas que partielle, mais que ce soit vraiment une concordance avec N canaux, eh bien vous comprendrez que quand la stimulation du remède va se faire, eh bien là, on va pouvoir même activer des canaux qui n'étaient peut-être même pas potentiellement, qui n'ont jamais encore été ouverts par cet individu, juste parce qu'en prenant le médicament, il y a eu un épousement, si je peux dire, une adéquation tellement parfaite des deux topologies que l'organisme en a profité pour ouvrir du coup des canaux qui n'existaient pas. Mais tout dépend uniquement de la quantité de chevauchement des structures géométriques qui doivent être mises en cause. Voilà l'idée que je me fais pour pouvoir répondre à cette question. Vous remarquerez d'ailleurs entre nous que Kent n'a pas cherché à répondre à cette question parce que discrètement, il passe au volet suivant dans l'organon. Tout ceci, personne ne s'est exercé le cerveau là-dessus. Mais je pense que c'est très intéressant conceptuellement parce qu'on visualise comment, en prenant la dose, on va activer des canaux d'énergie et que ces canaux déjà existants, on va juste les activer un peu plus avec le médicament, aggravation des symptômes. Et puis ensuite, une fois que c'est tari, il n'y a plus de raison d'avoir le symptôme, ce canal d'énergie n'est plus emprunté, il n'y a plus l'éruption de la force vitale et les symptômes partent. Voilà la petite image qu'on peut se faire. On va revenir à la notion d'épouser les formes. Quand on a de cette façon, Hahnemann va y revenir, mais des symptômes qui surviennent en plus après avoir prescrit un médicament, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait remarquable pour nous. La plupart du temps, quand vous allez prescrire un pulsatilla quelconque chez quelqu'un, on va admettre, là encore, avec notre petit modèle topologique, que le pulsatilla agit chez une patiente parce que, on va dire que la forme de l'espace trois-dimensionnel du pulsatilla épouse très très bien la forme topologique de notre patient dans ses canaux d'énergie, la façon de pouvoir les véhiculer de haut en bas, de dedans en dehors, etc. Vous donnez donc ce pulsatilla, et ce qui est tout à fait normal, vous allez donc activer les canaux existants, vous allez avoir une petite aggravation que vous allez constater, jusque-là tout va bien. Et vous allez avoir des symptômes en plus. Par exemple, la femme va se dire « qu'est-ce qui se passe? Mes règles se sont arrêtées ou elles sont devenues très très minimes ». Elle peut ajouter « je n'avais jamais eu chaud aux pieds, j'étais obligé de les sortir du lit pendant 2 jours d'affilée ». Elle peut rajouter « qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu envie de me manger du pain beurré toute la journée, qu'est-ce que c'était que ça ?» Ces symptômes n'ont jamais existé chez elle. Mais ces symptômes sont bien ceux de pulsatilla. Oui. Alors il faut bien expliquer pourquoi ils ont été capables d'arriver, ces symptômes. Eh bien c'est très simplement parce que cette personne avait tellement une structure interne qui était en adéquation avec le pulsatilla, que le pulsatilla, dans cet apport d'énergie supplémentaire, n'a pas pu être canalisé qu'à travers les symptômes qui existaient déjà, parce que ça saturait les canaux existants et qu'on a été bien obligé d'ouvrir un potentiel de pulsatilla qui existait, sous forme topologique, mais qui n'avait pas pu s'exprimer, parce qu'il n'y avait pas jamais eu assez d'énergie pour les sortir, ces canaux-là. Et ainsi, en apportant le pulsatilla énergie supplémentaire, l'organisme a été forcé d'ouvrir ces canaux en plus pour aller nous exhiber les symptômes de pulsatilla en plus. D'accord, Dadou, mais un pulsatilla qui se met à manger du beurre sur du pain, ça serait assez étrange parce qu'une des caractéristiques de pulsatilla, c'est l'aversion pour le beurre. Alors justement, c'est là que c'est très intéressant parce que... Ça peut s'observer. Et je l'ai observé à plusieurs reprises. Et tu trouveras le désir de beurre dans pulsatilla. Et c'est pour ça qu'on a le désir de sel dans sulfure et le désir de sucre dans natrum muriaticum. Et natrum muriaticum couvre aussi bien l'envie que l'aversion de sucré, je rappelle. Pour les désirs et les aversions, c'est les deux opposés. C'est l'apparition chez des personnes extrêmement sensibles de symptômes inattendus et qui vont dans le sens inverse de ce que nous attendrions de pulsatilla. Alors je voudrais juste dire que ce que j'ose faire aujourd'hui, ce soir, c'est un petit peu iconoclaste et pour une fois, on peut un petit peu se faire du bien en imaginant. Mais là encore, je répète bien qu'on se moque. Je n'ai jamais entendu. Hein. On se moque éperdument que ce que je dis soit vrai ou faux. Sino è vero e bene trovato, disent les Italiens. Mais l'idée, c'est que avec cette petite conception topologique, eh bien, ça va nous être un modèle qui, vous le verrez, va beaucoup tenir la route. Parce que si je devais prendre un autre exemple avec
on va dire les soupapes, mais une soupape, ça n'existe pas. Je chercherai à vous faire un graphique pour que vous compreniez ce que je veux dire. On pourrait imaginer, par exemple, que dans une piscine, dans un réservoir, on ait des ouvertures latérales pour éviter que le réservoir déborde, on va dire. Et donc, on aurait une première ouverture qui permettrait d'éliminer un petit excès qui coule par là. C'est notre premier canal d'énergie pour vraiment monstrueusement simplifier. Et si jamais on a un afflux d'énergie énorme, eh bien, heureusement, il y a d'autres ouvertures qui sont plus haut placées, qui n'ont jamais été ouvertes, jamais été utilisées, parce que tant qu'il pleuvait normalement, ben, mon petit machin, il s'évacuait. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai trop d'apport? Ben, je suis bien obligé je ne peux pas faire autrement qu'augmenter le niveau, et à ce moment-là, je suis bien obligé d'utiliser les autres chenaux latéraux qui existent et de faire couler plus avec plus d'ouverture. C'est à ça que se ramène la discussion, c'est que si vraiment la force vitale est ainsi faite que dans la structure interne du patient, on a vraiment toute la forme en 3 dimensions qui peut épouser pulsatilla, l'apport du pulsatilla va être capable de faire l'effet de l'apport d'eau dans mon réservoir et d'activer les autres ouvertures de pulsatilla qui n'ont jamais été utilisées. C'est une question, là encore, probablement de niveau d'énergie. Vous savez depuis le début qu'on jongle avec les niveaux d'énergie, l'énergie potentielle, etc. Mais voilà pourquoi il est probable que les effets taches d'huile ne vont s'observer que dans 2 conditions. S'il y a vraiment une correspondance très étroite entre le médicament et le patient, ça veut dire que vous avez vraiment bien visé. Mais en plus de ça, il y a un niveau de similitude qui est tel qu'on a une très très profonde superposition entre la forme du pulsatilla et la forme du patient. Ah, pardonnez-moi, est-ce que je peux te demander de revenir en arrière, s'il te plaît? Voilà. L'idée maintenant, c'est que grâce à ça, vous allez observer des symptômes, dans notre cas de pulsatilla, qui sont des symptômes connus. Jusque-là, tout va bien. Vous-même, du coup, ça va vous entraîner à faire un très bon follow-up pour avoir le retour de qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les symptômes qui ont surgi, etc. La plupart du temps, la caractéristique, je dirais, comme Hahnemann, d'un médicament qui est déjà très expérimenté, c'est qu'on a beau réexpérimenter, il n'y a pas de nouveaux symptômes. Et bien là, vous aurez beau redonner du pulsatilla, vous n'observerez jamais de nouveaux symptômes de pulsatilla, sauf si vous avez vraiment du bol, il y a quand même peu de chances. Mais ça arrive sur des médicaments moyennement expérimentés, relativement bien connus. Vous allez donner votre médicament, vous allez faire un afflux d'énergie qui va déborder sur les canaux déjà potentiellement là, et dans le tas, vous allez avoir des nouveaux canaux qui vont s'ouvrir chez ce patient qui va servir d'expérimentateur pour le coup. Et ce qui va être très intéressant pour vous, c'est que vous allez observer sur 5 symptômes, mettons nouveaux, apparus à cause du médicament, des symptômes, il y en a 3 ou 4, mettons, qui sont déjà connus pour appartenir au remède. Et le petit 5e de trop, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, vous allez bien être obligé d'admettre, et c'est ça qui est très pratique, c'est que les 4 symptômes existants déjà vont vous conforter dans le fait que vous êtes bien devant une image pathogénétique, devant une tache d'huile à la suite de la prise du remède. Connu. Et du coup, le petit 5e, là, il vaut de l'or, parce que ça veut dire que c'est bien un médicament, un symptôme du médicament qui n'était pas encore connu. Donc un symptôme pathogénétique. Et comme c'est un symptôme pathogénétique qui, par définition, est apparu chez une seule personne à ce jour, vous pouvez le noter au 1er degré. Voilà. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? C'est bien. Jamais je n'ai eu cette explication. Eh oui, mais il a fallu encore se creuser le ciboulot, je vous signale. Oui, parce qu'on a étudié, avec le père Schmitt, on étudiait le Kent, mais on n'étudiait pas l'organon. On n'a jamais étudié l'organon. On n'a jamais entendu parler de la prescription liquide. On va y venir tout à l'heure, tu nous donneras un petit aperçu des séances chez le père Schmitt, quand même, ce sera sympa. Alors, voilà, si on peut passer du coup maintenant au slide suivant, excuse-moi. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des degrés 1 dans le répertoire. Alors, quand vous avez un médicament que vous prescrivez qui n'est pas connu, très peu connu, et que le médicament a été bien choisi,
et que vous voyez, 1, les symptômes pour lesquels vous avez prescrit commencer à régresser. 2, des symptômes pathogénétiques qui vont arriver derrière. Là, vous allez vraiment vous faire plaisir. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé comme situation? Votre patient, il a joué le rôle de l'expérimentateur modèle. Vous lui avez donné un médicament qui épousait parfaitement sa topologie particulière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, c'est l'homéopathicité qui est en cause, mais ici, là encore, je vous demande de vous replacer en géomètre et de comprendre que la forme, la structure 3D interne du patient était quasiment la même que celle théorique du médicament prescrit, mais qu'on ne connaissait encore que très partiellement. Tu ne pourrais pas dire une synchronisation aussi? Synchronisation, c'est une notion de temps. Oui. Et je voudrais avoir l'idée d'une synchronisation topologique. De surface, de volume. Je ne peux pas arriver à faire mieux, je suis limité dans ma tête, mais c'est ça l'idée. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le bonheur, c'est que là, vous avez déversé un trop-plein d'énergie qui va forcément aggraver les premiers symptômes. Et là, vous êtes heureux, vous dites, OK, correct. Mais alors, attendez, il y a un feu d'artifice de symptômes. Et alors là, vous êtes mais aux anges quand un homéopathe a ça. Parce que grâce à ça, vous progressez monstrueusement dans votre connaissance du remède. Et vous-même, vous devenez un bon homéopathe à force d'observer. Ce qui se passe, c'est que là, tous ces canaux d'énergie se sont ouverts en plus. Et vous comprenez qu'ils sont liés uniquement aux médicaments, mais n'ont pu être exprimés par le patient que parce qu'il avait déjà ces canaux-là. Ça vous explique pourquoi certaines personnes, bien sûr, vont être sensibles à une substance, pas à l'autre, etc., etc. Je reviens. Donc, c'est un petit peu gonflé de ma part, je vous l'accorde, et j'espère que je ne vous aurai pas trop énervé avec ça, mais je suis obligé de décaler un problème qui est, à l'heure actuelle, on va dire, d'ordre chimique ou vibratoire, pour vous le ramener à une dimension qui est purement géométrique, pour pouvoir se rendre compte pourquoi, en suivant des lignes de moindre résistance, l'énergie va s'écouler pour pouvoir générer ou pas tel groupe de symptômes. C'est très intéressant comme façon de raisonner, on va voir la suite. Administrer, dit Hahnemann, même aux doses les plus minimes. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire encore là, le mec Hahnemann? C'est que même si on donne une dose la plus minime, ça veut dire vraiment une quantité de médicaments la plus minime. Eh bien, à ce niveau-là, s'il y a une homéopathicité suffisante, vous voyez que, en fait, l'organisme vivant se maintient, comme je vous l'ai dit au début, dans un état d'équilibre qui est un équilibre chaotique. Ça veut dire que la moindre petite chose va pouvoir le faire déborder. Pour reprendre notre exemple de notre piscine et de son petit canal initial, le tout petit quelque chose va pouvoir faire un écoulement par ce petit canal. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a vraiment conjonction minimum, s'il y a une homéopathicité minimale suffisante pour qu'il y ait correspondance topologique, le médicament, dans une quantité même minime, va pouvoir provoquer un tout début de réaction. C'est évidemment quelque chose qui est plus difficile à obtenir chez l'expérimentateur lambda. Parce que l'expérimentateur lambda, vous ignorez si au départ, il possède ou pas la topologie qui va être en rapport avec l'image 3D du médicament. Pour peu qu'il ait un ou deux canaux chez lui qui vont concorder, il va être capable de fabriquer des symptômes sur ces canaux-là. C'est une façon élégante de pouvoir rendre compte du fait que chaque personne va être là aussi capable de produire ses propres symptômes avec la même substance. Et bien sûr, vous imaginez qu'il faut une multiplicité de personnes différentes pour pouvoir exprimer tous les canaux que la même substance peut activer ou pas. Ce qui est intéressant du coup, c'est que même à des quantités minimes, le médicament va pouvoir déclencher une action. Et donc, comme je vous le répète, ce qui est vrai chez un expérimentateur va être 1000 fois plus vrai chez le patient. La plupart du temps, ce qui se passe, et c'est ça les limites de la pathogénésie, avec des gens qui ne sont pas formés à l'homéopathie, avec des gens qui n'ont pas l'art, l'étude des symptômes, c'est que la plupart du temps, ils ne vont pas être capables de décrire ce qui se passe initialement, ils ne vont pas tout de suite percevoir le changement dans leur pensée, dans leur façon d'être, etc. Et il va y avoir pour eux un effet initial qui a passé inaperçu. Et cet effet va être le même chez le patient, très souvent, je dirais. Vous allez avoir une amélioration à l'insu du patient. Parce que là encore, vous ne pouvez pas tout le temps vous guetter, les gens ne sont pas du tout formés. Et vous voyez ce parallèle constant qu'on va faire entre le patient et l'expérimentateur. Vous allez avoir des patients peu attentifs qui vont vous dire « il ne s'est rien passé ».
Et dès que vous allez pouvoir ressortir les notes, ils vont vous dire, ah bah oui, ça c'est vrai, ah bah oui, je l'ai plus, ça, ah bah, vous avez raison, je l'ai plus, et ça, ah bah oui, ça va mieux. Et donc l'idée, c'est la quantité la plus minime va suffire. Ce que Hahnemann ici dit dans une limite du raisonnable pour l'expérimentateur, eh bien pour le malade qui lui a son idiosyncrasie, c'est-à-dire chez lequel vous avez pu détecter par la présence des symptômes une très grande ressemblance topologique probable entre le cas que vous avez sous les yeux et le médicament capable de présenter ces symptômes, à ce niveau-là, eh bien, la quantité la plus minime sera toujours suffisante pour déclencher un symptôme. Et donc l'erreur du débutant, ça va consister à faire quoi? De dire, merde, le cas n'a pas réagi, ça veut dire qu'il faut que j'en donne plus. Et ça, c'est une grosse bêtise, parce que même si vous avez donné une quantité absolument minime, elle va toujours être suffisante si le choix du remède est correct pour déclencher des réactions et des changements chez le patient. Tout au plus, ce que je vous accorde volontiers, c'est qu'il faudra augmenter peut-être la quantité pour finir par agir à des niveaux périphériques, anatomiques, inflammatoires. Mais une quantité même la plus minime chez le patient va pouvoir déclencher une réaction. Retenez donc l'administration même aux doses les plus minimes, ce n'est pas une tournure anodine de la part de Hahnemann. Voilà, ça je vous l'ai dit. La crainte, c'est j'en ai pas assez donné, c'est une erreur. Quand ça n'a pas réagi alors que vous avez fait un interrogatoire très fin du patient, que vous avez pu par sécurité donner une seconde dose, je pense que c'est très mal barré. Il va falloir penser à réviser votre médicament. Ici, Hahnemann utilise un mot qui est stillschweigend en allemand. Et stillschweigend a été visiblement un gros casse-tête à traduire par tous les traducteurs. Alors, je vous signale du coup, comme je ne suis pas assez occupé, que je suis obligé de revoir la traduction de l'organon parce que toutes ces anomalies sont vraiment devenues beaucoup trop nombreuses aujourd'hui pour que je ne puisse pas faire l'économie de refaire une traduction propre. Dans l'original de Schmitt, il indique que le médicament agit silencieusement sur la force vitale. Donc je me suis dit, comment le médicament peut-il agir silencieusement sur la force vitale? Dans la traduction de Beric, qui est une excellente traduction, très proche du texte, qui date de 1921, qui est la base à mon sens, il a rendu par silently, de la même façon, silencieusement. Mais stillschweigend, ça veut dire quand même beaucoup de choses intéressantes. Ça veut dire, avant toute chose, ça peut vouloir dire silencieusement, still, mais ça peut vouloir dire aussi en douceur. Déjà, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose comme idée. Silencieusement dans le sens qu'on ne vous fait pas crier, mais en douceur, c'est beaucoup plus proche. Et stillschweigend, en fait, ça veut dire aussi quelque chose qui est tacite. C'est-à-dire quelque chose qui va être accepté mutuellement, tacitement, sans qu'on ait eu à discuter, sans qu'on ait eu à revoir l'accord. Et ce mot tacitement, je pense que là encore, j'insiste sur mes exemples géométriques, mais j'ai emprunté ça dans un site pour menuisier, pour vous donner une idée de ces fameuses formes qui peuvent s'emboîter en 3 dimensions, qui est un exemple grossier, j'imagine, par rapport à ce qui se passe dans la nature biologique, mais vous voyez qu'il faut qu'il y ait une concordance des formes pour que, de façon tout à fait naturelle, clac, elles viennent s'assembler. Si nous tournons le slide, l'idée c'est qu'on peut dire, si Hahnemann veut employer le mot de en douceur, silencieusement et tacitement, que ce soit justement pour caractériser à l'opposé de ce que fait l'allopathie. Quand vous allez donner une drogue allopathique, c'est tout sauf tacitement, silencieusement et en douceur. Mais je pense que si nous pouvons tourner, l'explication est encore un poil ailleurs. C'est que s'il y a un accord tacite, l'idée c'est que vraiment il y a un accordement derrière stillschweigend. Ça veut dire qu'il y a un tel degré d'harmonie entre le médicament et le malade qu'il va y avoir cet ajustage parfait, grossièrement représenté par l'exemple ici des 2 bouts de bois qui vont pouvoir aller ensemble. C'est que du coup, dans cette acceptation mutuelle, c'est tellement une complémentarité parfaite
que le médicament agit. On pourrait utiliser ici un terme alchimique qu'on appelle les épousailles du mercure et du soufre. Épousailles pour bien dire qu'il y a une concordance tellement voisine, tellement de complémentarité parfaitement naturelle, j'ai failli dire l'âme sœur de notre force vitale, que le médicament est donc tacitement parfaitement perçu par la force vitale. Silence, ça veut dire muet, mais tacite, ça sous-entend un accord entre deux parties. Et c'est pour ça que j'ai rendu dans ma traduction le mot stillschweigen par tacitement. Et c'est, je pense, la meilleure traduction Donc possible. c'est un accord entre deux participants. Exactement. Et le mot tacitement permet de rendre compte de l'ensemble des choses, c'est-à-dire à la fois que les deux parties sont en accord, que ça se passe sans heurts, en douceur, et gentiment. Le mot silence ici pour dire. Je n'avais jamais entendu cette discussion sur ce terme que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je suis navré, je suis obligé de devenir germanophile, alors que depuis 14 j'ai des comptes à régler. Germanophone. Germanophone. Ah oui, pardon, donc j'ai encore de la marge. J'ai encore de la marge. Germanophile, j'en ai soupé récemment. Oh non, tu règles tes comptes personnels. On effacera ça au montage. Bon, voilà, donc on peut continuer, je crois, un tout petit peu ici. Voilà. Alors, parlons maintenant de la dose minimale suffisante. Alors là encore, on va soulever des tas de problèmes. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué les oreilles ce soir, mais c'est une discussion, je pense, importante à avoir quand vous acquérez un niveau suffisamment élevé d'homéopathie, suffisamment correct pour que vous commenciez à répondre à ces questionnements. Je pense vraiment, si on avait des... C'est très difficile parce que là, je suis en train de vous parler d'une chimère. Il faudrait qu'on ait quelqu'un de suffisamment intelligent pour ne pas encore être homéopathe, ne pas avoir étudié l'homéopathie et surtout poser les bonnes questions. Et une des bonnes questions, ça serait qu'on nous explique pourquoi, justement, la ressemblance est telle entre le médicament et le patient qu'on n'a pas un dégoulinement de symptômes. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir cette gerbe de symptômes, tout simplement parce que la topologie s'adapte partiellement entre le patient et ce que le médicament est capable de produire. Et c'est pour ça que vous avez au contraire des débordements lorsqu'il y a une juxtaposition suffisante de topologie. Et le reste du temps, c'est pas la même chose, donc ça ne peut pas coller. Alors ça va nous amener à des tas de questions très intéressantes qu'on soulèvera plus tard. C'est comment se fait-il justement que, vu le nombre inimaginable de variétés de maladies, eh bien, on arrive à les traiter avec un nombre restreint, on va dire relativement restreint de médicaments, puisque dans chaque cas, il faudrait arriver à avoir le similimum idéal. Eh bien, cette réponse topologique vous la fournit, c'est qu'il suffit d'un certain degré de ressemblance. Ce n'est pas la peine d'aller dans les détails des détails des détails. Ça va suffire pour activer des canaux qui sont déjà préformatés, si je peux dire, existants chez la plupart des individus. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas besoin, ou plutôt grâce à ça, qu'on n'a pas besoin pour chaque cas de réinventer la Terre, réinventer la roue et la Lune. Il faut juste une notion de similitude qui est suffisante pour déclencher la réaction chez le patient. Paragraphe 137, alors qu'il va être encore terrible, plus les doses du médicament qu'on veut expérimenter sont modiques, sans cependant dépasser certaines bornes, plus aussi les effets primitifs, ceux qu'il importe surtout de connaître, seront saillants. En d'autres termes, il insiste, il enfonce le clou, l'idée c'est que le gavage ne sert à rien. Ce qu'il va falloir, c'est que sans dépasser certaines bornes, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment quand même apporter une quantité minimum pour faire réagir votre expérimentateur, eh bien, à partir du moment où ce seuil initial est juste atteint, et vous voyez là encore, comme c'est merveilleux, parce que dans cette phrase, Hahnemann a une conception purement quantique et de niveau d'énergie. C'est quelque chose que la mécanique quantique nous apprend, c'est qu'on peut stocker de l'énergie jusqu'à un certain degré, et après, pouf, on passe dans un autre état. Et c'est vraiment ce qui se produit ici, c'est que vous allez pouvoir encaisser une certaine quantité de médicaments qui ne produit rien, qui est très minime déjà, et après un petit peu plus de ce minime, tchac, ça va suffire pour déclencher les symptômes. Et si vous en apportez trop, eh bien vous allez brouiller le signal, parce que qu'est-ce qui se passe? Il l'a dit déjà dans les paragraphes avant, donc je vous demande de retourner là si ce n'est pas encore clair, c'est que si vous en apportez trop, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre organisme va être forcé de balancer une contre-réaction à l'effet de votre dose, à l'effet primaire. Et ce que je vous avais démontré en vous parlant un tout petit peu des transformés de Laplace, c'est qu'on va avoir des oscillations
qui vont être immenses. Parce qu'il va y avoir, vous comprenez, c'est un petit peu normal. Imaginez-vous que vous êtes au bord d'un trottoir et que vous avez un crétin qui va vous pousser. Ben, il va vous pousser de façon très minime, mais ça va suffire pour vous sentir basculer. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire vite? C'est contre-réagir dans l'autre sens. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez trop contre-réagi. Et du coup, vous allez repartir, corriger dans l'autre sens. Grosso modo, c'est ça qui va se passer. Ça veut dire que du coup, vous allez être très embêté pour avoir une notion claire de ce qui se passe, parce que vous allez avoir sans arrêt des effets qui vont être opposés et alternants, et vous ne saurez même pas si cette alternance d'effets est réellement une caractéristique propre de la substance, ou si ça n'est pas les effets de Boeing, de balancier, de la force vitale qui a été obligée de corriger et de recorriger dans l'autre sens jusqu'à ce qu'on atteigne un équilibre. De plus, dit le patron, on les apercevra seuls, sans effet ultérieur, sans réaction opposée de la part de l'énergie vitale. C'est juste ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Cela surtout si l'on est aidé par un expérimentateur objectif, modéré à tous égards, présentant une sensibilité bien développée et s'observant avec une attention scrupuleuse qui est de la part de Hahnemann assez gonflée ici, puisqu'il ne fait rien d'autre, je vous le montrerai dans un instant, qu'allusion à ce que doit être un maître maçon dans ce fameux paragraphe 137. C'est assez amusant, voyons la suite. Alors, là, ici, j'aurais dû vous le mettre en bleu, j'ai merdé, c'est bien donc le texte de l'organon qui continue. Dit Hahnemann, si la dose est excessive ou la dynamisation trop basse, c'est-à-dire trop rapprochée des doses matérielles, ou les deux à la fois, eh bien, non seulement il apparaîtra simultanément plusieurs actions secondaires parmi les symptômes, mais encore les effets primitifs se manifesteront d'une façon si précipitée, si violente et si confuse qu'il sera impossible de faire aucune observation précise. Donc là encore, ce qui, pardonnez-moi, va être dit ici par Hahnemann pour l'expérimentation va être parfaitement vrai pour le remède. Aujourd'hui, je pense au bout d'un an, vous devez carrément faire des bons quand vous voyez que des doses entières sont avalées par les patients. Il va se passer exactement ça. Le patient va être, pour le médicament choisi, le meilleur expérimentateur possible. Et donc, quand vous lui balancez une telle dose, tout ce que vous allez avoir, c'est des effets primitifs qui vont se manifester de façon précipitée, etc., etc. Et vous avez des gens qui sont très, très fiers d'aggraver leur patient et de dire, regardez, c'est magnifique, j'ai une aggravation, donc le patient va aller mieux. Ben non, parce que vous allez totalement brouiller le signal, la réponse de la force vitale, et tout ça, c'est la suite qui va arriver, le danger. Parce qu'à force de bricoler comme ça, le danger que court le patient, et donc ici l'expérimentateur, c'est que vous ne pouvez pas faire des expérimentations à tort et à travers sans règles, sans superviseur et sans savoir exactement pourquoi vous devez renouveler ou pas. On l'a dit dans les exemples précédents. Et regardez ce qu'il dit encore le patron. Il dit, ça représente un danger. Ceci est vrai pour l'expérimentateur et est encore, là encore, du coup, finalement, 1000 fois plus vrai pour le patient, que ne saurait envisager avec indifférence celui qui respecte ses semblables et voit un frère jusque dans les derniers hommes du peuple. Ah, comment sort-il ça ici? On va voir un petit peu où ça nous amène. Donc, bien sûr, l'administration de la dose qui est captée par la force vitale, je vous en ai parlé longuement en préambule avec cette histoire de topologie, de déformation de sphères, de formes en 3 dimensions qui sont à la base une sphère en 3D mais qui va être tellement étirée dans tous les sens pour s'adapter à la forme de l'organisme qu'on va avoir notre topologie particulière. Et toujours encore dans ce paragraphe 137, ce n'est juste pas possible de démêler ce qui appartient à l'expérimentation et ce qui appartient au malade. Là encore, cette démarcation, quelque part, est totalement artificielle entre l'expérimentateur d'un côté et le patient de l'autre. C'est une question simplement de sensibilité différente. Sensibilité, c'est la notion qui, en surface, nous permet de dire « Ah, il s'est passé un truc, il est sensible », mais ce qui correspond probablement à une géométrie interne qui fait qu'il y a superposition des géométries de la substance et du patient. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est que je vais essayer de vous l'expliquer tout de suite avec la transformée de Laplace. La transformée de Laplace, c'est une série d'équations qui vont vous permettre, en gros, d'arriver à modéliser, schématiser
l'amortissement d'une boule qui tombe. Voilà. Vous pouvez très bien utiliser pour ça une transformée de Laplace. C'est extrêmement basique et on va avoir du coup un diagramme pour que vous compreniez. Normalement, le diagramme arrive là. Voilà. Donc j'ai piqué ça sur un site d'électronique parce que vous pouvez virtuellement faire changer un signal, bien sûr, par ça, vous allez garder la même fréquence, mais vous allez voir que l'amplitude du signal ici est en train de s'amortir. Eh bien, c'est ce que je vais vous faire comprendre ici avec autant de signaux que vous avez de symptômes. Imaginez que vous avez apporté beaucoup trop de quantité. Eh bien, l'organisme va être obligé dans un premier temps, ici à gauche, de faire une gerbe de symptômes en réaction à l'attaque primaire de la substance dans l'organisme. Et comme il est allé trop dans une direction, comme il a été obligé de contrer trop fort dans une direction, ce que je viens de vous prendre l'exemple du bord du trottoir, eh bien, vous allez être obligé d'amortir dans l'autre sens. Et puis, comme il est allé encore trop en amortissant dans l'autre sens, parce que c'est toujours des questions d'équilibre, vous voyez qu'il va être obligé encore d'aller dans l'autre direction. Et ce qui est intéressant sur le diagramme, c'est de voir que vous allez avoir un entremêlement de symptômes. Certains, comme la ligne jaune ici, ne seront pas affectés. Donc, vous allez avoir un même symptôme qui va pouvoir rester à partir de l'absorption de la substance testée. Vous allez avoir un autre symptôme qui va faire juste un simple pic, comme le bleu turquoise ici nous le montre, puis il va pouvoir se calmer. Et puis, vous allez avoir d'autres symptômes qui vont au milieu de ça venir osciller, partir, revenir, ce qui fait que ça rend les choses très, très difficilement lisibles. Et vous comprenez comment, finalement, encore, on est obligé d'avoir recours ici aux mathématiques pour que, à la suite de ce premier choc sur la force vitale, vous voyez que le choc doit être amorti progressivement. Et c'est pour ça que l'organisme, s'il le peut, va faire des symptômes contraires, mais les contraires n'existent pas à chaque fois. Et on va avoir, du coup, toutes sortes de symptômes qui vont aller et venir, parce que l'organisme, qui va être attaqué par un excès d'énergie, quelque part, va être obligé de faire écouler cet excès d'énergie. Et cet excès d'énergie va être bien obligé d'emprunter les canaux existants déjà chez le patient. Ça va nous amener encore à une autre discussion. Tournons un petit peu la page. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas entre l'expérimentateur et le patient d'autre différence finalement que le seuil qui va pouvoir lui permettre de déclencher une réaction. Comme vous le savez depuis les premiers cours, la première année, on peut démontrer que le seul fait de rapprocher une dose va être perçu par la force vitale. Ça déclenche des réflexes qu'on peut mesurer en tout, au niveau de la contraction cardiaque, de la contraction des pupilles, bien d'autres choses. Et ce seuil donc est tellement minime, vous imaginez que dès que vous en mettez dans la bouche à un patient, c'est déjà peut-être quelque part trop. Et donc cette quantité minimale chez l'expérimentateur sera forcément un peu au-dessus. Pourquoi là encore? C'est parce qu'il va falloir remplir plus d'énergie, apporter plus d'énergie pour pouvoir avoir une chance de déclencher l'ouverture d'un canal qui existe chez ce patient et qui est déjà un des canaux du médicament. Il faut qu'il y ait au moins une superposition partielle entre la topologie du patient et celle du médicament. Et c'est qu'à ce prix-là, en augmentant artificiellement la dose, qu'on va arriver à déclencher un canal quelque part qui existait chez le patient et qui va être activé par le médicament. Vous imaginez, et quand même, je voudrais quand même vous faire souligner, le passage ici, Hahnemann dit « si la dose est excessive ou si la dynamisation est trop basse ». Et donc, si Kent avait lu ça, il aurait été bien embêté pour nous en rendre compte, n'est-ce pas? Je vois la tête que fait mon père. Et c'est quand même gonflé de nous expliquer que qu'on donne 1 ou 1000 globules, ça fait le même effet. Enfin, je veux dire, il faut quand même un certain degré d'oblitération mentale, quelque part, pour se dire que même un type brillantissime comme Kent, à un moment donné, clac, il y a un phénomène de hier, il y a un arrêt du raisonnement. Et Hahnemann dit bien, si la dose est excessive, ça veut dire en fait qu'on arrivera à donner trop de dynamisation. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie excessive. Et évidemment, l'autre façon de donner une quantité d'énergie excessive, c'est juste donner trop de matériel, puisque ce sont juste deux formes différentes de la même chose, soit sous la forme dynamisée, soit sous la forme trop matérielle. Et donc, là encore, vous imaginez ce que veut dire Hahnemann ici, c'est que si ces précautions sont exactes chez l'expérimentateur,
que si on ne les observe pas, on va déclencher un cataclysme de symptômes, eh bien, c'est chez le malade 1000 fois plus vrai. Comme le patient, lui, il a vraiment le maximum de canaux qui sont parallèles, pour essayer de trouver encore un autre exemple, avec ce que la substance est capable d'enclencher, vous imaginez que là, on va avoir la libération de tonnes de symptômes. C'est pour ça aussi que si les canaux chez le patient, ou plutôt chez l'expérimentateur, n'existent pas, s'il n'y a aucune concordance topologique entre la forme du remède et ce que lui a comme canaux, ben vous pouvez bourrer ce que vous voulez, il n'y a rien qui va sortir, parce que ces échappements-là ne seront pas activés. Ah, je me fatigue, j'espère que ce cours va rentrer, que je ne vous ai pas trop violenté en esprit. Et donc, tout l'art de la prescription se résume à ça. Il faut que vous arriviez à laisser s'épuiser l'effet de la première impulsion, ou de la deuxième, la troisième. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui vient de reprendre sa dose, et qui, aux 24 heures ou au troisième jour, commence déjà à avoir des symptômes d'aggravation, tout ça est très bien, eh bien, derrière, il faut surtout attendre que le cycle soit parcouru pour que cet excès d'énergie puisse être éliminé, je dirais écoulé, c'est la meilleure façon, je crois, de le voir, par l'organisme, à travers les canaux qui vont être ouverts, libérés, etc., sous la forme de symptômes. Si vous ne le faites pas, et que soit vous bombardez le patient ou l'expérimentateur, vous allez avoir des grosses réactions. Qu'est-ce qui va se passer? Chez l'expérimentateur, à force de le bombarder, de le bombarder, de le bombarder, vous allez finir par forcer le passage, puisqu'il va y avoir de toute façon une telle quantité d'énergie qu'il va bien falloir que ça passe quelque part. Pratiquement, je dirais presque, vous allez créer un trou. Vous allez être obligé d'avoir un écoulement de cette énergie, suivant le canal forcé à ce moment-là du médicament de sa forme particulière, et vous allez greffer un symptôme que le patient risque de garder toute sa vie. C'est-à-dire que l'excès d'accumulation du médicament va représenter une puissance d'énergie dedans que l'organisme, il va bien être obligé à un moment donné de la libérer. Et comme c'est la forme propre du médicament, il va être obligé de créer quelque part, en bricolant, je ne sais pas quel est le mécanisme, un canal qui est le plus ressemblant possible avec la forme du médicament. Et ainsi, vous allez du coup greffer un symptôme du médicament sur le malheureux qui ne l'avait pas, qui ne l'avait jamais eu. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des hérings qui, par l'intoxication, se sont retrouvés à toute leur vie être mal avec des choses serrées autour du cou. C'est Madame Clara Kent qui a toujours présenté l'Achésis, et plus on lui en donnait, et plus je crois que Kent est allé jusqu'à 1 million pour lui donner du Lachésis. Alors que s'il avait un tout petit peu lu le 6e organon, il lui aurait donné pour désensibiliser autrement le Lachésis. Voilà, c'est capital. C'était rigolo, hein, parce que franchement, je veux dire, Dieu sait que personne ne peut rivaliser avec Kent, mais on se rend compte en étudiant l'organon des faiblesses qu'on peut avoir. Charge à nous de ne pas les imiter, c'est tout ce qu'on veut dire. Et la preuve est là que malgré toute sa science, malgré toutes ses capacités, Kent a quand même donné trop de Lachésis à sa femme. Bien sûr, parce qu'il est allé chercher trop haut la dynamisation, alors qu'il aurait dû faire le contraire. Mais là, il était tellement obsédé par son histoire de Swedenborg, d'aller plus loin, etc. D'aller dans les espaces intergalaxiques. Ah oui, mais il voyageait partout. C'est pas seulement interplanétaire, c'est intergalaxique. Swedenborg en était revenu, il avait fait le voyage. Moi, je suis allé à Jérusalem, ça m'a suffi. Alors, donc, c'est pour vous dire que le cas est chez l'expérimentateur, vous allez forcer un canal qui n'existait pas, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, l'énergie s'écoule. L'expérimentateur ne possède pas forcément la juxtaposition requise des canaux et de sa propre topologie avec celle du médicament, et littéralement, vous allez forcer un trou pour que ça s'échappe par là. Et donc, vous allez créer un symptôme, et ce trou étant ouvert, ben les surcroîts d'énergie du patient vont continuer de se déverser à travers ce trou. Donc, le symptôme va être greffé, et vous allez tout le temps pouvoir revenir sur ce symptôme qui, auparavant, n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas, si je peux dire, cet évent énergétique qui existait chez le patient.
chez l'expérimentateur. Chez le patient, c'est bien pire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va partir du principe que vous avez bien choisi votre remède et le patient dispose de toute la circuiterie interne pour exprimer le remède. C'est-à-dire que l'énergie prise du remède, captée par la force vitale, la réaction se fait à travers les canaux qui sont très très parallèles à ce que le médicament peut exercer. Et donc tout ça, ça va bien, il va générer des symptômes qui sont ceux du remède. Mais si vous en apportez trop et que la première salve a à peine eu le temps d'être digérée et d'éliminer le long des canaux pour suivre les flux d'énergie, et que vous alliez rajouter encore de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez littéralement faire griller les fusibles. Vous allez, à un moment donné, il va y avoir tellement d'énergie éliminée que l'organisme va être obligé de rallumer d'autres canaux qui n'avaient pas été empruntés, de créer des nouveaux symptômes du remède, et ainsi de suite. Vous voyez l'effet pathogénétique que vous obtenez. Vous voyez comment, avec ce petit modèle idiot, topologique, on peut quand même répondre à pas mal de choses qu'on observe. L'autre point de discussion encore, c'est que chez le patient, le gavage littéralement homéopathique que vous observerez, alors heureusement, généralement, les gens qui font ce gavage homéopathique ne sont pas très compétents en homéopathie, ils vont donner 36 doses qui ne vont pas faire de grand effet à part brouiller les symptômes et vous êtes bien en peine de les récupérer, ces gens. Mais vous allez vous retrouver aussi dans la difficulté que si le patient a trop repris du médicament, vous allez le désensibiliser au médicament. Vous pouvez revoir le cours, on a largement discuté là-dessus, je ne veux pas m'étendre là-dessus pour ce soir. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que quelle que soit la façon dont vous le présentez, il faut respecter le cycle d'énergie parcouru par la dose pour attendre vraiment l'épuisement d'une première dose. Et n'ayez pas peur, parce que le patient, vous avez crainte qu'il rechute complètement. Non, vous lui avez déjà fait améliorer son niveau de santé par une première prise. Vous avez largement le temps d'attendre que la deuxième, gentiment, fasse son boulot et que derrière, on puisse renouveler. Et quand vous avez, c'est la deuxième version encore, des gens qui s'appellent unicistes, c'est-à-dire que vous avez là, en tant que patient, le malheur de consulter un type qui aime faire ses réactions violentes. Vous voyez des gens, j'ai récupéré des types avec psorinum 10 000, la semaine d'après psorinum 50 000, la semaine d'après psorinum 100 000. Je ne sais pas comment l'organisme peut gérer ça, bien sûr. Vous vous rendez compte que c'est juste délirant comme prescription. Je ne vais pas revenir à nouveau sur nos petits modèles de l'énergie qui déborde, des canaux pour l'évacuer, etc., etc. Voilà, pour le reste, je vous l'ai dit, c'est bon. Et le meilleur est quand même pour la fin. J'ai quand même un tout petit peu de culture dans ce champ-là pour que c'est quand même grandiose. Pour quelle raison Hahnemann vient-il un tout petit peu nous rappeler la profondeur de nos devoirs, qui nous fait un petit peu de morale chrétienne ici, et en nous disant c'est un danger qu'on ne saurait envisager avec indifférence, celui qui respecte ses semblables et voit un frère jusque dans les derniers hommes du peuple. Cette tournure devrait attirer votre attention parce qu'elle est étrange et est inusitée. Et évidemment, elle fait allusion à quelque chose que je me suis donné la peine d'aller chercher, parce que forcément, la moindre expérimentation pour construire une médecine qui était à zéro, eh bien, il faut une très grande valeur morale, parce que vous comprenez bien que demain, je peux vous raconter l'expérimentation que j'ai eue avec je ne sais quoi, et que vous avez des gens très très doués qui vont pouvoir vous raconter des tonnes de symptômes délirants. On a déjà vu l'exemple, je ne reviens pas dessus. Ni la légèreté, c'est-à-dire de faire sa part dessus la jambe, ni la fraude ne peuvent être acceptées dans le fait qu'on a besoin, pour toutes les générations futures, de leur transmettre des données correctes, parce qu'elles ne seront pas finalement à changer. Ce qu'on sait aujourd'hui de Pulsatilla, si l'humanité survit encore quelques siècles, eh bien, ils auront les mêmes cas de Pulsatilla que nous. Donc, ni la fraude ni la légèreté ne peuvent être admises dans l'expérimentation pour comprendre les propriétés des remèdes. Mais en réalité, c'est vrai que seule une morale stricte permet de se protéger de tout ça. Aujourd'hui, vous avez une société où la morale n'a plus place et c'est remplacé par des lois, des surlois, des contre-lois et des lois et des lois et des lois. Eh bien, forcément, ça ne peut pas aller plus loin. Et donc, en fait, ce qu'il a fait ici, Hahnemann, au-delà d'une simple question de moralisation, vous remarquerez que le 137, ça correspond à un truc très particulier, c'est le 1, le 3 et le 7. Eh bien, de façon assez curieuse, en fait, le 1 représente dans toutes les symboliques
qui sont connus, la plupart en tout cas, ça représente le non connaissable, la divinité, c'est le un. C'est l'unité, c'est quand on ne fait plus qu'un un, c'est le symbole de la divinité de Dieu, qui n'est pas directement quelque chose que l'esprit humain peut conceptualiser. Et de façon très intéressante, ici, vous noterez que le 3 et le 7 sont respectivement les âges symboliques qu'ont les gens quand ils rentrent dans des loges. Quand ils sont apprentis, on leur dit qu'ils ont 3 ans. Quand ils deviennent maîtres, ils ont 7 ans. Et alors, la chose ici amusante, c'est que le fondateur se paye le luxe de dire d'être aidé par un expérimentateur objectif, modéré, etc., etc. En somme, il est en train ici de se payer le culot, de nous décrire le rôle du maître pour guider les apprentis pour expérimenter et nous-mêmes pour devenir plus grands. Je trouve que c'est quand même gonflé de sa part. On va voir la suite. Oui, surtout pas arriver au 33e. Voilà, alors après, c'est tout ce qu'on veut. Et il s'agit ici d'un véritable engagement de Hahnemann devant l'humanité. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque, au 19e siècle, au milieu du 19e, au début du 19e, énormément de gens, je dirais, extraordinaires étaient maçons. Je vous citerai Goethe, bien sûr, et partout dans l'œuvre de Goethe, vous avez tout ce que vous voudrez comme clin d'œil maçonnique. C'est pour ça que vous êtes obligé à un moment donné, pour comprendre, de vous intéresser aussi à ça. Et Mozart, alors Mozart, j'ose même plus vous dire, la vie de Mozart était complètement bouleversée par son entrée en maçonnerie et tout ce qu'il a fait à partir de là est en connexion avec la maçonnerie. Vous avez sans arrêt des opéras entiers qui sont construits là-dessus. Et donc je suis allé vous retrouver dans le rituel des maçons apprentis, le texte qui vous rappelle finalement le clin d'œil ici que nous fait Hahnemann, parce que c'est directement inspiré là encore du texte. Vous savez qu'on avait eu cet exemple dans les tout premiers paragraphes de l'Organon. Ici, on nous refait un petit clin d'œil. C'est un très joli texte quand même que je vais vous citer. Créé à l'image de Dieu qui a daigné se communiquer aux hommes et répandre sur eux le bonheur, rapproche-toi de ce modèle infini par une volonté constante de verser sans cesse sur les autres hommes toute la masse de bonheur qui est en ton pouvoir. Et vous voyez que c'est bien quelque chose qui a été sans arrêt accompli par Hahnemann. Et cette maçonnerie d'Hahnemann devrait être explorée un jour par les historiens parce que c'est la seule façon de comprendre comment cet illustre inconnu sorti du fond de l'Allemagne a pu se pointer en plein centre de Paris, qui était à l'époque la capitale du monde, et avoir le droit d'exercer, de se poser là, etc. Il y a évidemment eu des connexions, c'est encore d'autres canaux, cette fois-ci pas énergétiques, mais probablement d'une fraternité maçonnique. Encore un petit bout d'exemple par la suite, ce qui est très beau aussi. Et on sait que Hahnemann a été initié au rite écossais rectifié. Ce n'est pas le RER de Paris, c'est le rite écossais rectifié. Tout être qui souffre ou gémit a des droits sacrés sur toi, garde-toi de les méconnaître. N'attends point que le cri perçant de la misère te sollicite, préviens et rassure l'infortuné timide, n'empoisonne pas par l'ostentation de tes dons les sources d'eau vive où le malheureux doit se désaltérer. Ne cherche pas la récompense de ta bienfaisance dans les vains applaudissements de la multitude. Le maçon la trouve dans le suffrage tranquille de sa conscience et dans le sourire fortifiant de la divinité sous les yeux de laquelle il est sans cesse placé. C'est pas balancé, ça? Amen. Et quand vous avez Hahnemann qui, sur ces derniers instants, dit en substance ça, c'est que je dois tout à la Providence, eh bien, vous avez de quoi réfléchir sur comment ce 19e siècle a pu nous façonner des géants de cette nature. Et personnellement, pour donner une petite note de tristesse, ici, je ne vois pas comment la prochaine génération va pouvoir rivaliser avec ces géants-là, quand dès l'enfance, ils sont plongés dans leurs iPads et autres tablettes lumineuses. Je ne vois pas comment ils vont avoir la possibilité d'acquérir l'érudition, le niveau, je dirais, de culture générale requise pour faire un homme dont l'épaisseur soit requise pour devenir un jour un bon thérapeute. Continuons. Nous sommes encore dans les temps, je pense. Il reste 10 minutes. Parfait, génial. Tous les symptômes qui réapparaissent sont attribuables aux médicaments expérimentés. Que dit le patron? Maintenant qu'on a fini un peu cette exaltation du 137, revenons un petit peu à nos moutons, si je peux dire, mais vous voyez que là encore, on est obligé à un moment donné de faire un minimum de culture générale, vous m'excuserez, mais ça me semble fondamental. Donc, 138, si toutes les conditions assignées précédemment à une expérimentation sur l'homme sain ont été remplies, tous les symptômes objectifs,
subjectifs et accidentels manifestés au cours de l'action médicamenteuse dépendent de cette substance seule. Quand on n'a pas encore fait d'expérimentation, on se dit « oui, je ressens telle chose, j'ai tel truc qui apparaît, bingo, c'est la dose ». Mais notez bien ce qu'il dit, et on le reverra plus tard dans l'interprétation que vous pouvez faire de la réaction d'un patient à une dose. Il parle bien de quoi? Des symptômes accidentels. Qu'est-ce que c'est qu'un symptôme accidentel? C'est j'attrape un rhume, c'est j'attrape un mal de dents, c'est j'attrape un mal à l'oreille, c'est j'ai dû attraper froid, j'ai la diarrhée. Eh bien non. Une fois que votre organisme est littéralement sous contrôle de l'action du médicament, même les choses accidentelles, entre guillemets, ne sont pas accidentelles du tout. Elles appartiennent en propre au médicament. Au remède. OK? Et doivent être notées comme lui appartenant en propre. Et alors là, c'est là que ça devient sublime. Quand bien même le sujet aurait longtemps auparavant éprouvé spontanément des symptômes semblables. Et là, vous êtes bien emmerdé parce que je disais ça à monsieur mon père, mais pas à vous. J'ai une certaine familiarité avec lui de temps en temps. Il faudrait qu'on se vous voit à l'occasion. Il faudrait que je dise monsieur mon père. Monsieur mon père. Et, monsieur mon fils. Et donc, comment allez-vous expliquer que l'apparition des symptômes semblables qu'il a eu dans le passé, accidentels, n'est-ce pas, soit réapparu sous l'action de la dose, sinon par l'exemple de votre histoire de topologie? Parce que là, l'idée, la seule façon de faire, c'est qu'il y ait suffisamment de canaux correspondants entre le médicament, la forme du médicament, celle du patient. Et lorsque l'expérimentation a été correctement faite, on voit que des symptômes vont arriver, vont être activés parce que ces canaux présents chez le patient sont adaptés avec la forme du torrent d'énergie qui peut être écoulé pour le médicament. Et si parmi ces canaux, eh bien, il y a d'autres qui sont parallèles à ceux du médicament aussi, qui étaient ouverts jadis chez le patient, mais qui peuvent à nouveau s'ouvrir sous l'afflux de nouvelle énergie qu'il va bien falloir canaliser, eh bien, ils vont être ouverts. Et donc, ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu anciennement les symptômes qu'ils appartiennent aux patients, les symptômes anciens qui reviennent, Hahnemann va le dire dans un moment, appartiennent en propre au remède. Et c'est une discussion fondamentale. Si ces symptômes anciens réapparaissent, ce n'est pas parce que c'est le malade, gna gna. Oui, c'est le malade qui les produit. Mais ça ne peut arriver que parce qu'il y a eu synchronisme topologique entre la substance et le malade pour que ce canal soit à nouveau réactivé. Que ce canal ancien, si je peux dire, qui a coulé jadis, va pouvoir couler de nouveau parce qu'on va revenir à un niveau d'énergie qui permet et qui oblige à nouveau l'organisme à emprunter cette voie qui a déjà été empruntée. Et c'est donc bien seulement l'action du médicament et elle seule qui va expliquer cela. La réapparition de ce symptôme pendant l'expérimentation prouve seulement qu'en vertu de sa constitution physique particulière, cette personne a une prédisposition toute spéciale à les faire apparaître. Est-ce que c'est pas beau? Ça veut juste dire ce que j'ai dit en termes un peu plus pseudo-scientifiques de ma part. Je m'en excuse parce que ça n'est qu'un vulgaire schéma. Mais ça veut juste dire que la personne était capable, dans sa prédisposition, sa constitution physique particulière. Il a bien compris ce qu'il veut dire là. Ça veut bien dire c'est sa tuyauterie interne, si je peux faire mon exemple topologique. Ça veut dire que le type qui expérimente avait les tuyaux qui n'ont plus été utilisés parce qu'il était à un niveau d'énergie moindre aujourd'hui. Et que si vous le regonflez avec la dose, vous allez littéralement faire enfler votre fameuse piscine et plouf, 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 vous allez utiliser les tuyaux qui correspondent à des bas niveaux d'énergie et au bout d'un moment, à un plus haut niveau d'énergie, crac, vous allez rouvrir des valves qui existaient déjà là. C'est une notion probablement encore topologique. Et dans le cas présent, ils sont bel et bien les effets du médicament expérimenté, car on ne peut pas admettre qu'il soit venu de même dans un moment où un puissant agent médicinal domine l'économie entière. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes littéralement infecté par la dose, eh bien, elle va agir presque comme un parasite et forcer la force vitale à exprimer son signal à elle, à utiliser les canaux qui sont les canaux qui sont les canaux de la topologie particulière du remède ingurgité. Et donc, si vous avez les canaux, pouf, 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 on va ouvrir tous ceux qui correspondent à votre niveau d'énergie pour fabriquer ces symptômes. Et si dans le tas, il y a des symptômes, ah mais oui, je l'ai eu dans le passé, ben ça veut juste dire qu'il y avait une coïncidence, bien sûr, entre la topologie ancienne du patient et celle du remède pour pouvoir avoir la possibilité de réactiver ce canal.
qui sont dus au remède. À travers ça, vous vous rendez compte que Hahnemann soulève quand même un sacré point litigieux, c'est-à-dire le retour de symptômes anciens qui, à première vue, n'ont rien à voir avec l'expérimentation du remède. On va dire, ah mais non, monsieur, moi je les ai déjà eu. Ben non, il faut vraiment les rentrer dans l'image du remède. Vous voyez comme c'est balèze. Et vous voyez une chose encore à travers ce simple point, c'est que Hahnemann n'a jamais reculé devant l'obstacle. Il a toujours remis en cause, à un instant donné, il a été même prêt à dire l'homéopathie, ça se trouve, ça vaut rien, puisque les cas chroniques échouent sans cesse. Donc si loi il y a, elle peut être qu'universelle. Et si elle ne marche pas pour les cas chroniques, ce n'est pas une loi, c'est une coïncidence. Vous vous rendez compte du courage? C'est là encore le poème de Kipling, hein, si tu peux, un jour tu seras un homme, mon fils, etc. Et d'être capable de ne pas hésiter à tout détruire pour dire je veux quelque chose qui soit que vrai. Vous mesurez la trempe d'un type comme Hahnemann. Forcément, un homme de ce degré-là ne peut que sur Terre se faire une multitude d'ennemis. C'est bien normal. Mais si nous, on essaye de suivre Hahnemann, on est bien obligé d'admettre que c'est un sacré géant. Ça va être très dur de le rattraper. Voilà. Donc là encore, si on reprend notre modèle topologique, à ma connaissance, je ne vois pas conceptuellement comment ça peut s'expliquer autrement. S'il y a réapparition, c'est que l'organisme, à un moment donné, il a bien été obligé de canaliser d'une façon ou d'une autre, ou plutôt de canaliser quelque part, le trop-plein d'énergie qui va être apporté par le médicament. Et du coup, il y a aussi une correspondance entre la topologie du médicament testé et ces canaux existants déjà chez le patient qui vont dès lors pouvoir couler de nouveau. C'est donc que lorsqu'il y a cette situation de retour d'anciens symptômes ou de la réapparition de symptômes anciens sous l'effet de l'expérimentation, c'est donc bien que vous avez littéralement refait couler d'anciens canaux qui ne pouvaient plus être utilisés chez le patient à cause d'un niveau d'énergie qui avait diminué. Et entre parenthèses aussi, vous vous rendez compte que d'expérimenter des substances, finalement, artificiellement, vous allez à nouveau prendre de l'énergie. Et Hahnemann a toujours insisté là-dessus pour dire que les expérimentations renforcent la santé. Et vous comprenez un peu mieux pourquoi, parce qu'à un moment donné, ça représente un transfert d'énergie qui va devoir être éliminé par la force vitale, recanalisé quelque part. Et je crois, si on passe à la slide suivante, que ce réemploi de canaux ayant déjà coulé, ça vous rappelle bien quelque chose, c'est la surface de Mars. Pour que vous le mettiez dans la tête, que vous preniez cet exemple, c'est qu'à un moment donné, l'eau a coulé sur Mars, abondamment. On a maintenant les preuves. Et vous imaginez que si on pouvait ramener de l'eau à la surface de Mars, elle prendrait les mêmes chemins. Elle prendrait les mêmes chemins, j'ai plus rien à vous dire. Alors, c'est pas parce que l'analogie avec Mars fonctionne, mais le modèle vaguement qu'on peut se faire ici à l'intérieur, c'est que si de nouveau on fait réaffluer, pardonnez-moi, c'est un édouardisme, si on fait à nouveau affluer l'énergie à l'intérieur, elle va être obligée de réemprunter des canaux existants, pourvu que la forme des canaux coïncide avec, là encore, la structure topologique du médicament emprunté et expérimenté. Vous remarquerez que je me moque parfaitement de faire des hypothèses dans la mesure où je ne vais surtout pas utiliser une hypothèse pour prescrire. De la même façon, Hahnemann dit bien que l'hypothèse sur ce que nous avons appelé les récepteurs sur la force vitale, tout ça, ce sont des hypothèses, mais qui peuvent être des très jolies hypothèses dont on se fout éperdument parce que ça n'a aucune incidence pour la pratique pour prescrire. Ici, c'est pareil, c'est une hypothèse que je me permets de former parce que moi, dans ma façon de penser, et peut-être largement, je suis à votre écoute, faites-moi savoir votre point de vue si vous avez mieux, ça permet de rendre compte assez aisément de ce qu'on observe. Mais le fait que ça rende compte de ce qu'on observe n'implique certainement pas la véracité de l'hypothèse. Et deuxièmement, on se fout parfaitement des hypothèses. Le rapport d'expérimentation, aïe aïe aïe, je crois qu'on va être débordé au niveau temps, non? Il reste une minute. Bon, c'est cuit. Alors, je crois qu'on va clôturer aujourd'hui une journée qui a été une journée d'enfer. Je vais retourner avec anxiété sur mon ordinateur pour regarder si mes données sont toujours là. Que tout est revenu, oui. J'ai trouvé que c'était très agréable d'avoir mon père, hein, parce que c'est chiant quand on est tout seul dans un studio. J'ai beaucoup aimé parce que cette notion de gavage de remède,
il faut quand même dire que l'homéopathie n'est pas anodine et que les gens qui se permettent de donner des 10 000, etc., à des fréquences inusitées sont des véritables dangers. Et je dois vous dire que, si vous voulez un petit peu pour mon opinion, j'avais rencontré un jour une personne qui était venue parce que son médecin était absent et il lui faisait quelques manipulations et il lui faisait quelques séances d'acupuncture. On a droit à notre anecdote. Qui guérissait donc sa sciatique. Alors, donc j'étais l'acupuncteur qui remplaçait, et cette femme est venue me voir, et toujours avec ma disposition de médecin, je l'ai examinée, j'ai examiné ses lacets, etc. Et j'étais surpris de trouver qu'en fait, elle n'avait pas une sciatique, mais elle avait une douleur de l'articulation sacro-iliaque qui irradiait dans le territoire du sciatique. Je l'ai piquée, et puis elle me disait « Oh, dès la première séance, ça va mieux, et mon médecin me soulage. » Et là, elle me téléphone, elle revient, et puis elle me dit « Voilà, docteur, c'est pareil. » Et je la repique, elle repart, et comme à la troisième fois, j'ose quand même élever une suggestion, bien que n'étant pas son médecin, je dis « Madame, à l'examen, j'ai remarqué que vous aviez une douleur de l'articulation sacro-iliaque qui correspond en homéopathie à un remède qui s'appelle Aesculus hypocastanum. » Alors, elle me dit « c'est ce que mon docteur me donne tous les jours, j'en prends du 4CH tous les matins, 3 fois par jour. » Ah, ben oui. Alors je dis « Madame, écoutez, je suis désolé, il vous suffira de l'arrêter pour aller mieux. » Et cette patiente m'a téléphoné, et je me souviendrai toujours dans l'écouteur téléphonique quand elle m'a dit « Docteur, j'ai eu l'impression en arrêtant ce remède que la douleur s'est effacée petit à petit comme avec une gomme. » Ça m'avait profondément impressionné. Alors la question que je te pose, c'est que alors ceci arrivait avec un Aesculus 4CH, ou je ne sais plus si c'est Ectus ou Actera semosa. Alors, il faudra vérifier la douleur. Non, c'est Aesculus. C'est Aesculus, hein, et c'est le seul remède au 3e degré dans la douleur sacro-iliaque. Donc, si c'est ce que dit le maître, hein. Soit c'est trop de dynamisation élevée, voilà, soit c'est trop de pondéral répété. Alors, combien de temps faut-il attendre pour lever toutes ces choses que peuvent induire des 10 000, etc. C'est monstrueux, j'ai aucune idée, c'est du viol. Je pense qu'on peut aussi bien massacrer les gens à coup de vaccination qu'à coup de dynamisation. Qu'à coup d'homéopathie. Voilà, c'est dommage. Donc il faut bien étudier pour savoir quelle quantité prescrire, quand renouveler. Ça s'appelle l'organon. Voilà, ben oui. C'est curieux. J'ai eu un jeune homme avec qui je suis en correspondance vaguement, qui nous a écrit sur le forum. J'ai passé la balle à Mathieu, s'il nous entend. Mathieu, s'il te plaît, essaye de prendre le relais. Ce jeune garçon, fraîchement issu de ses études de pharmacien, m'a écrit qu'il avait trouvé que, à ma demande, il a regardé l'organon, j'imagine, d'un œil distrait, mais il m'a écrit que l'organon, il ne le trouve pas scientifique, mais factuel. C'est assez amusant. Alors j'aimerais qu'on développe le point. Je lui ai demandé du coup comment il qualifie le terme scientifique. Ensuite, en quoi dans cette acceptation du terme scientifique, la médecine actuelle est-elle scientifique? Et surtout, du coup, troisièmement, en quoi l'homéopathie n'est pas scientifique? Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire factuel? Voilà, c'est assez amusant. Donc vous voyez que finalement, tous ces jeunes gens qui sortent de leurs études, les pauvres, ils sont drôlement formatés. Et en ayant des connaissances de guingois, ils ont quand même pas moins beaucoup de jugements. Et c'est un modèle qu'on va s'efforcer de ne pas suivre. Mais on ne sait jamais, c'est peut-être un garçon qui peut être un homéopathe un jour, on verra. Il y a encore un exemple que tu as donné, que de ne pas donner trop de remèdes, et de donner juste la quantité suffisante pour arriver au-dessus. C'est par exemple, il est scientifique que quand l'eau bout, tant que l'eau bout, elle est à 100 degrés. On peut donner beaucoup plus de chaleur et tout, mais ça ne change rien. Tant qu'il y a de l'eau, l'eau est à 100 degrés. Et c'est après, quand il n'y a plus d'eau, que si on comprime, la vapeur peut monter au-dessus de 100 degrés. Mais tant qu'il y a l'état liquide que l'on chauffe, l'eau bout à 100 degrés. Et la quantité de chaleur qu'on apporte ne change strictement rien. C'est pour ça que l'organisme à l'intérieur est aussi visiblement construit suivant des seuils quantiques, il y a des seuils d'énergie. Une fois que tu as le seuil d'activation, paf,
c'est parti. Une toute petite pichenette peut déclencher. Voilà. Bien entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on aura donné un gavage qu'on arrivera. Non, et ce qui va se passer, et c'est très intéressant, l'exemple de cette malheureuse élection Esculus, qu'est-ce qui s'est passé suivant notre tout petit modèle topologique, c'est qu'on l'a bombardé d'une forme d'énergie que son organisme, sa force vitale a perçue, et qui n'arrive pas à éliminer sous la forme de symptômes, autrement que, du coup, par le symptôme le plus caractéristique qui est capable de produire Esculus. C'est-à-dire que littéralement, ce canal d'élimination de l'énergie vers, je peux dire ici, la sacroiliaque est quelque chose qui est extraordinairement caractéristique d'Esculus. Et donc, à force de se gaver, l'organisme a réussi finalement à bouleverser un tout petit peu une topologie qui devait être préexistante, proche, pour que ce forçage puisse se faire et que ce pertuis s'ouvre en direction du symptôme. Ce qui fait que, du coup, elle a arrêté son gavage d'Esculus, mais l'ayant fait, il est évident que maintenant, elle va être très sensible et que si on lui donnait à nouveau un petit coup d'Esculus dynamisé, elle nous donnerait de très beaux symptômes. De très beaux symptômes, bien sûr, parce que la présence forcée de l'Esculus a plus ou moins bouleversé la topologie du cas pour être prêt sous forme dynamisée à infuser beaucoup de symptômes qui vont s'écouler. Donc vous voyez, du coup, il est sûrement tiré par les cheveux, je m'excuse encore, mon petit exemple topologique, géométrique, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi réfléchir dans cette conceptualisation qui, là encore, je vous rappelle, n'a aucune valeur autre qu'illustrative. On ne va pas violer le paragraphe 1, en tout cas, ce n'est pas de moi que vous aurez ça. Est-ce que tu voulais encore nous dire quelque chose? Non, je voulais vous dire que je suis très heureux de retourner sur les bancs de l'école pour étudier l'organon, parce que je m'aperçois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Non, on en est tous là, et chaque fois, et c'est la merveille de l'organon, c'est que chaque fois que vous allez rouvrir votre organon, à chaque fois, vous allez à nouveau avoir des choses qui vont arriver en plus et en plus. C'est un développement permanent. En fait, Hahnemann nous donne des pistes et derrière, clac, on va toujours plus haut. C'est ça qui est merveilleux, c'est que les malheureux qui regardent ça d'un œil léger, on va dire, pensent ce qu'ils veulent, mais ne se doutent pas de la richesse, du trésor de cet organon qui ne peut pas, du coup, prendre une seule ride à travers les siècles. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Et j'admire l'humilité de Perelman, qui a refusé les décorations et les dollars, qui a abandonné tout et qui s'est retiré à la campagne. Voilà, j'ai su... Voilà. Voilà. J'ai hâte d'en faire autant, personnellement. Voilà. J'espère finir d'avoir l'organon, si je ne craque pas avant. D'ici là, les enfants, bon week-end à tous. Voilà, à bientôt sur le forum. Ah, voilà, tout le monde a le bisou. Bon week-end. Au revoir.